retrouvons une fois de plus ce soir avec grand plaisir et Olivier Salgado en parlant du porte-parole de la MINUSMA au Mali a donc 72 heures pour quitter le territoire malien. La nouvelle est tombée il y a quelques heures par le ministère des Affaires étrangères du Mali qui dit voilà prendre une telle mesure après la publication de fausses nouvelles par le porte-parole de la MINUSMA dans le cadre de l'affaire donc de ces 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport international de Bamako. Voilà, le porte-parole de la MINUSMA, selon Bamako, a donc déclaré sans aucune preuve que les autorités maliennes avaient préalablement été informées de l'arrivée de ces 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international de Bamako. C'était le dimanche 10 juillet 2022. De nombreuses interrogations se posent ainsi. D'abord, pourquoi a-t-il tenté de dédouaner les autorités ivoiriennes? Pourquoi n'avoir pas fourni les preuves de ces déclarations? L'ONU qui a affirmé n'avoir pas été informée d'une quelconque rotation au sein du contingent ivoirien va-t-elle soutenir Olivier Salgado? De nombreuses interrogations que nous allons donc soumettre à nos téléspectateurs. Issa Cissé, vous êtes analyste politique, je vous dis bonsoir et bienvenue à cette palabre intellectuelle. Bonsoir monsieur, je salue tous les auditeurs de médias. Et je vous salue humblement. Vous me recevez? Politique, bonsoir Issa. Oui, bonsoir. Issa, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Afrique Média. Je salue tous les auditeurs d'Afrique Média. Et je salue la chaîne panafricaine qui est là pour informer et mettre en lumière toute l'actualité africaine aux yeux du monde entier. Merci à vous. Merci à vous. Nestor Podacé, vous êtes au Burkina Faso, activiste panafricaniste. Merci d'être là, bonsoir. Bonsoir Guy Fondoff, bonsoir à mon co-panéliste Issa, bonsoir aux techniciens d'Afrique Média, bonsoir au PDG, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et bonsoir à tous les Africains qui vivent en Afrique et ceux qui sont dans la diaspora. Vous êtes bel et bien installé en multiplex, on va peut-être vous voir tous les trois, Issa Cissé, Issa Diawara et Nestor Podacé. Alors messieurs, le débat, place au débat maintenant. Alors je commence par vous, Issa Cissé. De votre point de vue, pourquoi est-ce qu'on peut dire ici que le porte-parole de la MINUSMA s'est exprimé trop vite dans cette affaire qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali? Et si oui, quelles pourraient être les raisons d'un tel empressement? Parce qu'aujourd'hui, on sait très clairement que les autorités maliennes n'avaient pas préalablement été informées, sinon il aurait donné lui-même la preuve de ce qu'il a affirmé quelques jours plus tôt. Oui, effectivement, c'est que tout ça, c'est des trucs en avant. Ils ne pensaient pas que les autorités maliennes allaient prendre le devant sur la communauté internationale et sur le gouvernement ivoirien. C'est qu'en Afrique, tous ceux qui font des trucs en avant, ce sont des personnes qui sont munies, ils sont en cours d'information. On ne pourra pas cacher cette réalité. C'était une évidence de la part de la mission onusienne de s'emparer de cette déclaration militaire alors qu'ils n'ont ni les tenants et les aboutissants. Et tout en laissant... Oui, allô? Allô? Vous me recevez? Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit que cette mission onusienne allait faire vraiment des fausses déclarations et essayer de couvrir les arrières. Ils n'en pourront pas. Ils n'en pourront pas, c'est ce que j'avais dit sur cette même chaîne depuis belle lurette. Il faut qu'au Mali, que ces réalités soient découvertes au grand jour pour tout le monde. C'est une mission onusienne. Pourquoi elle est là au Mali? La MINUSMA. Donc nous arrivons aujourd'hui à la réalité même de cette mission. Ils sont là sur du faux. Et quand on traite des grandes d'une nation, les affaires d'une nation sur du faux, voilà, ce sont ces mensonges-là qui leur prient de court. Cette mission onusienne, elle a été implantée à l'ONU uniquement sur la division de ce pays-là depuis 2013. Donc cette munition, elle est munie de mensonges, c'est des mensonges. Mais ils n'avaient pas en tête qu'ils allaient rencontrer des jeunes intelligents, des jeunes bien informés et des jeunes patriotes qui aimaient aussi leur nation et qui étaient dévoués vraiment pour la patrie mère, le Mali. Donc c'est pour vous dire tout simplement que
les autorités maliennes ont pris le devant sur l'ONU. Ils sont en avance sur l'ONU et ils sont en avance sur la communauté internationale pour traiter les affaires de notre nation aujourd'hui. Et rien ne pourra les empêcher. Ils ont pu contrecarrer tous les mensonges, tous les dérapages de cette mission couverte de toute une panoplie de mensonges, de magouilles, de fuite en avant. Donc, ils le disent aujourd'hui que le représentant de la MINUSMA quitte le sol malien était une évidence sur cette mensonge et cette mascarade et mission des mercenaires ivoiriens qui ont été interceptés par les autorités maliennes. Monsieur, je m'en vais vous le dire, depuis 2013, il n'y a eu que 5 cessez-le-feu unilatérales qui ont été notifiés par l'ONU depuis l'avènement des conflits internationaux. La première, elle a été signée le 11 novembre 1918. C'est lorsque les 4 puissances ont annexé l'Allemagne. Et cette mission a été notifiée sur le sol français, dans un wagon, à une région parisienne, Compiègne. C'est les autorités allemandes qui sont venues notifier la capture de l'Allemagne. Et la deuxième a été notifiée en 1940. Ce sont l'armée allemande même qui a rejoint la même région à Compiègne pour pouvoir notifier que l'Allemagne a été annexée par les 4 puissances, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, et les Américains et les Russes. Et en 1945, l'ONU s'est interposée. Et la France, en 1940, a occupé une ville en Allemagne qui s'appelle Rhénanie. La France, elle seule, elle a fait 4 ans, ou 12 ans. Et en 1945, après le bombardement des Américains de Hiroshima et de Nagasaki, les Américains ont notifié la capture du Japon. Merci à vous. Oui. Merci à vous. On revient à vous dans quelques instants. Pour ne pas perdre le fil, vous avez fait une très longue digression et donc on va vous retrouver très rapidement. La toute première question qui se pose à l'ensemble des invités est bel et bien celle de savoir pourquoi est-ce que le porte-parole de la MINUSMA a tenté donc de dédouaner les autorités ivoiriennes. Issa Diawara, on sait que la position, voilà Issa qui n'est pas encore là, Nestor Podacé, la question dont vous revient, on sait que ce qu'a affirmé le porte-parole de la MINUSMA s'alignait sur sur l'une des premières déclarations des autorités ivoiriennes. Alors, on se pose la question donc de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est aligné sur une telle position ivoirienne, de votre point de vue. D'abord, bonsoir. Rebonsoir. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord faire le rétropétit pour voir la mission de l'ONU même est là pourquoi. Parce que l'ONU, c'est une organisation de mafias, c'est des bandits à col blanc, c'est des bandits de grands chemins organisés pour piller des nations. Partout où l'ONU part, il n'y a jamais eu de paix. L'ONU sème toujours les troubles, il joue toujours aux troubles faits. Donc tu vas les trouver. Au départ, l'ONU voulait dédouaner la Côte d'Ivoire à travers son porte-parole, mais ils se sont rendus compte que l'opinion internationale africaine, surtout le monde panafricaniste que nous sommes très nombreux à déranger. Et vu que l'ONU même est sur une pente glissante, et qu'on va demander, et même les missions n'ont qu'à prendre fin simultanément, alors que c'était un mafia organisé pour piller le Mali, vous voyez que la société même qui est censée employer les forces spéciales ivoiriennes ont décliné leurs responsabilités. Donc au départ, ils pensaient qu'en disant c'est une mission onusienne, les autorités maliennes allaient abdiquer et puis faire profil bas et puis les laisser passer. Mais vu la détermination du peuple malien et de l'autorité malienne ainsi que le monde panafricain, donc ils sont obligés de faire rétro-pédalage. Raison pour laquelle ils se sont désolidarisés d'Alassane Ouattara. Ils ont dit bon, il faut gérer ta patate chaude. Nous, on va nous mettre en retrait. 2, ils se sont désolidarisés de ce que son porte-parole a dit. Mais on peut sacrifier le porte-parole et puis lui donner quelques billets de banque après en off, même s'il a été expulsé du Mali. Mais l'ONU cherche à sauver sa face. Mais pour moi, c'est trop tard, les carottes sont cuites.
Les 72 heures là, même si c'est tout l'aménagement qui devrait quitter le Mali, moi ça me fait plaisir. Donc voici un peu ce que je peux dire par rapport au porte-parole, son revirement, et pourquoi les responsables se sont désolidarisés de lui. Parce que la situation est plus forte que eux. Non seulement l'opinion nationale du peuple malien ne veut pas de l'aménagement, les autorités n'en veulent pas, le monde panafricain que nous sommes, nous n'en voulons pas. Donc c'était plus fort que l'ONU. L'ONU est obligé de sacrifier Alassane Ouattara et puis les porte-parole pour sauver leur face. Mais malgré tout ça, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Parce que le 29 juillet, le Yerewolo a promis de sortir, donner le ultimatum du départ. Ce matin, ils ont déposé une note au niveau du QG de l'aménagement pour demander leur départ. Donc, c'est le combat qui ne fait que commencer. Merci. Précise encore ma question, vous avez donné un certain nombre d'éléments de réponse, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Alors, est-ce qu'on va parler ici d'une intelligence entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, parce que vous dites que finalement le porte-parole, lui, sera sacrifié. Cela voudrait dire que quelque part, la première communication visait à aller dans le sens des autorités ivoiriennes, alors qu'on sait aujourd'hui que les autorités maliennes n'avaient préalablement pas été informées d'une telle venue donc de troupes sur son territoire. Question directe, est-ce qu'on va dire que l'ONU et la Côte d'Ivoire étaient en intelligence au départ de cette communication stratégique? Oui, ils étaient en intelligence. Moi, c'est mon analyse. Dans mon analyse, c'est ce que moi je pense. Parce que pourquoi? Et l'ONU reconnaît que la Côte d'Ivoire a signé un contrat au niveau de NSC avec eux. Et depuis 2019, cette demande a été accordée. Mais les forces spéciales ivoiriennes n'ont jamais été employées dans ce sens-là. Mais alors que l'ONU est au courant qu'ils viennent, ça faisait la 7e rotation, si je ne me trompe pas. Donc les 6 autres étaient rentrés au nom de l'ONU sans papier officiel. C'est pour ça que j'ai dit l'ONU est une organisation de mafias, c'est des bandits organisés pour piller les nations. Sinon, comment vous donnez un contrat à quelqu'un et de manière officielle, il n'exécute pas? Pendant près de 4 ans, vous ne lui demandez pas des comptes. Il est là seulement, il fait des choses à sa guise comme il veut. Et vous êtes au courant de ça. Et vous ne dites rien. C'est qu'il y a quelque part, il y a des responsables onusiens qui empochent l'argent, cet argent de contrat qu'ils ont signé avec les autorités maliennes. Je vais vous faire une révélation dans ce sens-là, pour que vous savez que l'ONU et la Côte d'Ivoire sont en parfaite intelligence. Nous avons nos militaires qui sont ici. Moi, j'ai un frère qui est militaire, qui a fait la mission onusienne au Mali. Il dit que ce n'est pas une mission, c'est du banditisme organisé pour piller le sous-sol malien. Et puis au départ, les soldats sont censés être payés 19 millions pendant la mission. Mais quand ils reviennent au pays, on leur remet 4 millions. 19 millions dans le contrat, c'est comme ça. Mais quand ils reviennent au pays, on leur donne 4 millions. Et puis, comme c'est l'armée, c'est la grande miette que tu ne dois pas parler. Et c'est à cause de ça que nous avons des officiers supérieurs milliardaires. Comment on peut évoluer dans ça? C'est une bande de mafias organisée. Sur 19 milliards, on donne que 19 millions, on donne que 4 millions aux militaires qui font la mission. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que cette mission onusienne finisse. Parce que ça fait gagner au président, au ministre de la Défense, ainsi que certains officiers supérieurs. Donc, c'est une mafia organisée. C'est parce que ça tournait en fiasco. Donc, ils ont vu l'opinion, ça a créé un tollé. Parce qu'ils partaient pour déstabiliser le Mali. Et pourquoi pas attenter à la vie des autorités de la transition. Et comme la mission a échoué, donc il fallait faire revirement pour laisser Alassane Ouattara gérer ça. Et puis maintenant, sacrifier les porte-parole. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire, comme je l'ai dit. La société civile malienne sortait massivement le 29 juillet pour demander à l'aménagement de quitter complètement le Mali. Merci beaucoup. Nestor Podacé, Issa Cissé, je vous retrouve. Alors, vous y croyez, vous également, d'une intelligence entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies dans ce qu'on peut appeler la première communication autour de cette affaire? Est-ce que vous y croyez, vous? Bon, moi, je ne crois pas comme mon confrère le dit, mais je partage ces idées, c'est des belles analyses. Mais moi, je trouve directement que l'ONU même cherche à faire pour maintenir sa mission. En montrant aux autorités maliennes qu'il est prêt à sacrifier son porte-parole, ça veut dire qu'il sauve lui-même. L'ONU s'en fout d'Alassane Ouattara. Alassane est en train de vendre sa vision à l'ONU, mais qui va l'amener vraiment des problèmes.
Donc, en ce moment, c'est pour dire que c'est pas fini. C'est un scénario qui n'est pas fini. De même, ils ont viré leur porte-parole et de la même manière, ils vont laisser Alassane Ouattara pour sauver leur propre mission. Parce que la mission de l'ONU aujourd'hui, elle est bien accentuée sur les intérêts du Mali, que par que Alassane veut vendre ses opinions à l'ONU et s'immiscer dans les affaires. Donc, c'est pas fini. C'est un coup de théâtre qu'ils vont le faire. Ils pensent qu'ils sont malins, mais je pense qu'ils se font tutuber par leur propre action aujourd'hui. Donc, ce scénario, elle n'est pas finie du tout. Donc, aussi, ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils vont se virer un à un. Ils ont viré sacrifier la vie de leur porte-parole. De même, ils vont virer Alassane Ouattara. Ils vont virer Alassane Ouattara pour maintenir la mission onusienne proprement dite. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des contingents onusiens sur le Mali, sur le sol malien. Ils sont dans la police et dans l'armée onusienne. Donc maintenant, d'autres contingents qui viennent, Salassane, avec d'autres projets en lui, qui étaient bien propices pour lui, en disant que je peux intervenir et vous allez couvrir mes arrières. Mais cela ne va pas marcher, parce que l'ONU va lui laisser à mi-chemin, en plein vol, comme Souvel l'a dit. Ils vont leur laisser. Mais ils ont sacrifié leur porte-parole tout de suite pour montrer tout de suite vraiment que eux, ils veulent leur mission sans leur porte-parole. C'est aux autorités maliennes de leur croire et avancer avec eux. Cela ne va pas marcher. L'autorité malienne a compris leurs enjeux, leur politique. C'est l'ONU purement et simplement qui va quitter le Mali. Cette mission n'est autre là que sur la division et l'exploitation de notre pays. Vous voyez, donc maintenant cette analyse, moi je pense bien et bien que l'ONU s'est fait du mal. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais la scénario, elle n'a pas fini de tourner toutes ces vérités. Voilà. Olivier Salgado, le porte-parole donc de la MINUSMA, qui avait affirmé que les autorités maliennes étaient bel et bien au courant, avaient été informées préalablement de la venue sur le sol malien des 49 militaires ivoiriens par vol civil. Et on sait aussi qu'après, les Nations Unies ont dit qu'ils n'avaient pas été informés d'une rotation annoncée au sein du contingent ivoirien, ce qui revient à dire ici que Salgado a été tout simplement donc dédié par l'ONU, par l'organisation. Alors, la question maintenant, c'est que va faire les Nations Unies? Est-ce qu'ils vont tenter tout au moins, voilà, de négocier avec les autorités maliennes pour maintenir Olivier Salgado? Et la question vous revient, Nestor Podacé. Pensez-vous que l'ONU fera quelque chose? Parce que il y a une telle possibilité quand même. Oui, Nestor. Alors, pensez-vous que les Nations Unies feront tout au moins quelque chose pour tenter de maintenir Olivier Salgado au Mali? Ils ne pourront pas le maintenir. Les carottes sont cuites pour lui, c'est fini ça. Le Mali a décidé qu'il quitte en 112 et il va quitter. Ça sera la même chose comme pour le représentant de la CEDEAO en son temps. Les autorités maliennes me rendent fier d'être africain. Quand je vois les autorités maliennes agir, ça me rend fier. Ça me donne encore le courage de continuer mon combat panafricaniste. Ils ne pourront rien faire pour sauver ce dernier, cet individu, comme je peux le qualifier ainsi. Ils ne pourront rien faire pour lui. C'est un bandit du grand chemin. L'ONU va le sacrifier, c'est clair. Et on ne pourra pas le maintenir sans l'avis des autorités maliennes. Donc c'est un nouveau porte-parole qu'ils vont chercher. Sinon pour lui, là, c'est fini. L'ONU ne peut rien faire pour le sauver. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que l'ONU actuellement est acculée. La société civile malienne, l'opinion nationale malienne est vent debout que la MINUSMA doit quitter le Mali. Nous, les panafricains, nous sommes vent debout que la MINUSMA doit quitter le Mali. Les autorités maliennes viennent de prendre une décision pour dire que leur rotation est suspendue d'abord, pour qu'on voit clair. Et les autorités maliennes ont demandé à l'ONU de clarifier et de donner la liste complète des militaires présents sur le sol malien, avec leur ordre de mission et pourquoi ils sont là. Et chaque contingent doit avoir une liste bien définie avec leur agenda et leur mandat. C'est-à-dire que pourquoi ils sont là. Donc, le Mali veut apurer. Le Mali veut assainir le sein même de l'ONU, les forces de la MINUSMA. Il veut connaître qui est là, pourquoi. Donc, dans ça là, celui qui sort, qui fait des sorties hasardeuses,
c'est lui qui sera le dindon de farce et il sera sacrifié un matin et puis on ne peut rien faire pour le sauver le soir. C'est ce qui est arrivé à cet individu ainsi qu'au dictateur de la lagune hébreu Alassane Ouattara. Donc pour eux, c'est fini. Donc pour moi, lui là, on ne peut rien faire pour le sauver. Ça, n'espérez même pas. Et c'est une victoire d'étape pour lui, les panafricanistes, ainsi que les autorités maliennes et le peuple malien. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, lui là, normalement, il doit aller, si l'ONU est honnête, l'ONU doit l'attenter à la CPI ou bien au tribunal de l'ONU. Il doit être jugé. Parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. Nestor Podassi, est-ce que vous n'allez pas quand même un peu très loin? Tout à l'heure, vous l'avez qualifié de bandit de grand chemin, ce qui est hors de propos, parce que ici nous parlons de ce qui peut être à la limite une faute professionnelle, ou alors qui peut être une complicité avec, voilà, avec, enfin, une tentative, une complicité qui pourrait exister, même si cela est très très lointaine. Alors, est-ce que vous n'allez pas quand même un peu loin en parlant notamment de la Cour pénale internationale? C'est un porte-parole qui a commis ce qu'on peut appeler une bourde, c'est-à-dire qui a véhiculé de fausses nouvelles. Alors, de là à dire qu'il a la CPI... c'est vrai ce que vous avez dit, mais pour moi, il faut mener des enquêtes sur ce monsieur-là. Ce porte-parole, il faut mener des enquêtes pour voir, depuis qu'il est au Mali jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été ses activités qu'il a fait en clandestinement, qui est hors de mission, hors des prérogatives de l'ONU. C'est important. Parce que si lui dit, il sort déjà pour dédouaner Alassane Ouattara, alors que les militaires ivoiriens, les 49 militaires sont arrivés avec les armes de manière illégale. Est-ce que lui, là, il ne fait pas trafic de drogue, trafic d'armes, tout ça, en dehors de ça? Donc, un trafiquant de drogue et un trafiquant d'armes, c'est un bandit. Un trafiquant de mercenaires, les mercenaires ne sont pas les enfants de cœur. Les mercenaires, c'est des tueurs à gaz. Donc, pour moi, ceci-là, on ne doit pas s'amuser avec lui, là. Parce que nous, les Noirs, on est trop émotionnels, on est trop humains, on s'amuse trop à ces gens-là. Voilà pourquoi ils continuent à nous piétiner. Quelqu'un qui défend des mercenaires, lui-même, on doit enquêter sur sa vie pour savoir qu'est-ce qu'il est. Est-ce que c'est pas il n'est pas dans un réseau de mercenariat? Est-ce qu'il n'est pas dans un réseau de trafic d'armes? Est-ce qu'il n'est pas dans un réseau de trafic de drogue? C'est important qu'on cherche à connaître toutes ces raisons pour lesquelles j'ai dit que l'ONU même doit enquêter sur lui. Et s'ils sont honnêtes, il doit être châtié à la hauteur de sa forfaiture. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Il doit être châtié parce que c'est trop facile qu'on le renvoie du Mali. Mais si on mène les enquêtes, on trouve qu'il avait commis beaucoup de dégâts. Voilà que les attaques terroristes commencent à se perpétrer maintenant autour de Bamako. Et quand tu analyses, tu regardes très bien, c'est des professionnels qui attaquent. Parce que le poste des Antilles là qui a été attaqué, ne serait que la semaine passée à côté ici, le week-end passé, où il y a eu 6 morts. On dit la personne d'abord, il est venu garer le véhicule, il avait simulation, comme si le véhicule était en panne. Bien observer le coin, 3 heures après, il y a eu attaque. Et c'est une attaque d'un commando professionnel. Alors qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ceux-là qui sont de parfaite intelligence avec ces commandos onusiens camouflés qui se cachent pour aller attaquer des femmes. Donc c'est tout cela que j'ai dit, il faut bien mener les enquêtes. Et s'il est retenu coupable, il doit passer devant le CPI. C'est important. Parce que quand on va envoyer un haut fonctionnaire de l'ONU à la CPI, je pense que ça va effrayer les autres. C'est pour cela qu'on dit, pour faire peur aux vivants, il faut bien chicoter le cadavre. Voilà. Donc il est temps que les Africains se passent se respecter. Voilà, vous pensez qu'il doit aller à la Cour pénale internationale. Rappelez que la CPI, voilà, qui juge des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et autres génocides. C'est votre point de vue, c'est votre analyse, Nestor. Nous la gardons et nous poursuivons avec voilà d'autres interrogations toujours autour de la question. Et je vous retrouve à nouveau, voilà, Issa Cissé. Alors, pensez-vous que l'ONU va tout au moins tenter voilà une médiation avec Bamako pour tenter voilà de faire en sorte que son porte-parole ne soit pas expulsé, ou bien pour vous tout est déjà fini? Moi, j'ai dit que l'ONU, déjà, si les autorités maliennes ont décidé que ce monsieur aille, ça veut dire déjà que sa part de responsabilité devant les autorités maliennes, elle est hors commun. Donc, 1 et 2, l'ONU ne va pas négocier. L'ONU essaierait de le laisser partir pour essayer de sauver sa propre mission. Raison pour laquelle j'ai dit qu'ils ne sont pas en intelligence avec la Côte d'Ivoire. Mais quelque part, ils vont dire la Côte d'Ivoire. Donc, ce que vous avez carabiné, certainement, c'était avec Olivier, donc ça ne nous concerne pas.
Donc, de même que Olivier est sanctionné, indirectement, l'ONU se décharge d'Alassane Ouattara en même temps. Donc, ça veut dire que c'est une pierre à double tranchant. Donc, de même que les autorités maliennes ont visé le départ du porte-parole, donc ça veut dire que l'ONU essaierait maintenant de lui laisser partir en soi-disant qu'il a menti même à l'Organisation des Nations Unies. Donc maintenant, sa responsabilité, elle est là. On ne peut pas, on l'envoie vers vous, on ne le fait pas de lui, ça veut dire quelque part, il sent mauvais. Donc s'il sent mauvais, l'ONU ne va pas soutenir Alassane Ouattara parce que c'est une mission déjà qui est là qui sent mauvais. Donc l'ONU va se décharger d'Alassane Ouattara mani militari. Et la responsabilité d'Alassane Ouattara, ce sont les autorités ivoiriennes qui vont s'en charger vraiment de toutes les dépenses et la présence de ces militaires-là hors la mission onusienne. Donc l'ONU fera tout maintenant pour essayer de maintenir sa propre mission et essayer de voir avec les autorités maliennes s'ils vont reconduire la mission ou pas. Tout dépend de là. L'ONU veut sauver sa mission. Il s'en fout d'Olivier. Il s'en fout de Alassane Ouattara. Mais la mission proprement dite de l'ONU maintenant, c'est ce qui l'intéresse. Parce que la communauté internationale, tous les pays qui sont là aujourd'hui, les 61 pays qui constituent l'armée onusienne, 50 parmi eux sont inscrits sur les contrats maliens. Donc ça veut dire quelque part la responsabilité, l'enjeu économique est là. Donc ils ne vont pas le laisser au profit d'Olivier ni au profit d'Alassane Ouattara. Alassane n'est qu'un vendeur d'illusions. Il a essayé d'embobiner tout le monde à sa guise et le porte-parole fait les frais. Que l'ONU ne va pas s'occuper de lui, mais l'ONU va essayer de voir comment ils vont faire perdurer leur mission, son renouvellement et autres. Donc là, c'est cette suite qui serait intéressante pour tout le monde. C'est la suite du départ du porte-parole qui serait intéressant pour tout le monde parce que l'ONU cherchera quelqu'un d'autre et c'est pour dire à tout le monde, c'est un problème entre Olivier et la mission ivoirienne, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est cette politique qui vont le faire. Ils vont laisser tout le monde. Alassane est perdant, Olivier, voilà son départ qui est là, et les autorités maliennes ne vont pas le faire mani militari. Ils se sont basés sur des principes pour demander son départ, et ce départ, l'ONU va le nier, il va dire qu'il nous a doublé, on n'est pas au courant de tout ce qu'il a fait, ils vont le laisser pour sauver leur mission. C'est ce que je comprends. Beaucoup à vous, messieurs, voilà, d'avoir marqué cet arrêt du plateau pour le débrief de cette actualité brûlante. Ça vient de tomber, donc, voilà, le porte-parole de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui a donc 72 heures pour quitter le territoire malien. Il a été, voilà, il est donc ainsi expulsé par le ministère des Affaires étrangères du Mali, le ministère des Affaires étrangères, qui lui a donc donné 72 heures pour quitter le territoire. Nous tentons de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, notamment en revenant sur sa déclaration, celle qui est considérée comme étant fausse et comme étant donc mensongère par les autorités maliennes. Il affirmait que le gouvernement malien avait été préalablement informé de la venue des 49 militaires ivoiriens qui ont été interpellés à l'aéroport international de Bamako. Les autorités maliennes qui disent que n'ayant pas fourni la preuve effectivement de cette affirmation, cela devient donc une fausse nouvelle et voilà, vu les conséquences de l'alerte qu'avait lancée donc le porte-parole de la MINUSMA, il est prié de quitter le territoire malien dans les 72 prochaines heures. Alors, que vous inspire tout cela? La question vous sera posée au standard dans quelques minutes. Les numéros de téléphone vont s'afficher au bas de votre écran. Vous aurez donc la possibilité de nous retrouver à l'antenne pour nous dire ce que vous pensez de cette autre expulsion, voilà, au Mali, d'une personnalité donc étrangère. Nous allons nous interroger avec vous. Et en attendant, Nestor Podassé et Issa Cissé, en deuxième partie de l'émission, nous allons tenter de comprendre ce que peut donner une médiation togolaise qui se précise dans cette affaire des 49 militaires interpellés à l'aéroport international de Bamako. Fort Gnassingbé qui pourrait donc, qui devrait normalement être le médiateur dans cette affaire. Quelle pourrait être l'issue de cette médiation? Qu'est-ce qu'on pourrait négocier? Que pourraient par exemple donner les autorités ivoiriennes pour obtenir la libération de ces 49 soldats? Toutes ces interrogations vont être posées sur la table des discussions en deuxième partie de cette autre édition de La Palabre Intellectuelle, juste derrière les téléspectateurs de la télévision panafricaine qui sont attendus au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, Jean, vous êtes là, allez-y.
Alors, que vous inspire cette expulsion voilà, du porte-parole de la MINUSMA? Jean, est-ce que vous nous recevez? Allô, est-ce que vous nous recevez? Jean, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ok, je souhaite intervenir sur votre antenne par rapport à l'expulsion du porte-parole de l'aménagement. En réalité, comme vous l'avez dit, l'aménagement ne pourrait rien pour le temps parce que c'est une jungle. Tout le monde cherche à vivre. Au-delà de ça, le Mali a bien fait de lui donner une bonne leçon, mais pas pour l'aménagement, mais pour la France et les autres pays qui cherchent réellement à détruire le pays. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. La télévision panafricaine. Voilà, on va voir cela en deuxième partie d'émission tout à l'heure. Le Togo qui a accepté d'aider le Mali à régler son différend avec la Côte d'Ivoire. Alors quand on parle de négociation, on parle de compromis. Et nous tenterons de voir quels sont les compromis que pourraient faire les autorités ivoiriennes pour permettre la libération donc de ces 49 soldats. En attendant le standard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je l'émission et je remercie l'Afrique Média. Je voulais répondre sur la thématique de ce problème du porte-parole de l'aménagement là. Moi, je me dis que c'est une manœuvre faite par le président Ouattara et l'ONU. Parce que l'ONU, quand on regarde ce que l'OTAN et l'Occident sont en train de dire à la guerre Russie-Ukraine, et se dit que l'Afrique aussi est en train de perdre l'Afrique et que la Russie est en train de gagner. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc les moyens de venir déstabiliser encore le Mali, qui est en train de sortir des griffes de la France. Quand on regarde jusqu'à présent, on voit comment le président Macron même est en train de vouloir descendre au Cameroun dans une voie frauduleuse. Moi, je me dis qu'il ne faut pas que le Mali se laisse faire. Il faut vraiment que le président de la transition à Sénégal tienne fort. Qu'il tienne fort par rapport à tout ce qui est en train de vouloir faire manœuvrer là. S'il a décidé de faire partir le porte-parole en 72 heures, il faut qu'il foule au camp. Il faut qu'il foule au camp et qu'il mette déjà le veto à ce nègre de maison qu'on appelle Ouattara. Ouattara n'a plus rien à y voir au Mali. Avec toute la présence de 49 personnes, soi-disant, c'était des militaires là. Donc, ceci, c'est mon point de vue ici, Assimi Goïta, le président de la transition, a donné 72 heures. Il faut vraiment que ce porte-parole se dégager sur les lieux, qu'il libère nos territoires. Donc, moi, c'est donc Gabriel depuis Bertois. Bienvenue, enfin, merci à vous de nous avoir contactés donc depuis Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de la Palabre intellectuelle. Et nous poursuivons avec cet autre intervenant au standard. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne.
Voilà. En attendant le prochain téléspectateur, le prochain intervenant, Issa Diawara, vous nous retrouvez, vous êtes connecté en ce moment, vous nous retrouvez dans l'émission. Alors je veux profiter, vous adresser grosso modo en une seule question les trois qui ont été abordés précédemment, donc en première partie d'émission. Issa Diawara, de votre point de vue, pourquoi est-ce que le porte-parole de la MINUSMA, aux premières heures de l'affaire, est très rapidement allé dans le sens plutôt de la communication ivoirienne, de dire que les autorités maliennes avaient préalablement été informées de la venue des soldats alors qu'il n'en était rien. Ok, merci. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média. Pourquoi il allait très vite en besogne? Mais sachez que la MINUSMA c'est une mafia, monsieur, les journalistes. La MINUSMA est une mafia, bien sûr. N'oubliez pas que dans cette histoire, il y a M. Ouattara qui gagne à travers la compagnie aérienne sous-traitée par M. Macky Sall via son frère Aliou Sall. Donc, M. Ouattara a les volets sécurisation. Donc, M. Ouattara mange dans ça. Évidemment que lui aussi, il doit avoir sa part. Sans doute qu'il a sa part à gagner. Donc, il faut vite défendre l'entreprise. C'est pourquoi c'est la seule façon d'expliquer sa précipitation à communiquer. Sinon, il n'a pas raison, c'est un officiel de la MINUSMA. Il devait attendre, il devait prendre tout son temps, mais tout de suite, il a compris que son gagne-pain était menacé. Donc, il s'est hasardé à parler très rapidement. Il voulait défendre la position de leur bloc, de leur petite mafia qu'ils ont mis au sein de la grande mafia de la MINUSMA, et ça n'a pas marché. Il a été rattrapé parce qu'il lui a été notifié d'avancer les preuves de ce qu'il est en train de dire. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'a pas pu avancer la moindre preuve. Donc, c'est une diffamation. Une diffamation, moi, je pense l'expulser parce que c'est un diplomate. Sinon, même, il devait même être arrêté normalement. Il devait avoir un mandat pour l'arrêter. Mais vu qu'il bénéficie d'une protection diplomatique, c'est pourquoi il est tenu de quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. Ce délai expiré, il ne bénéficie plus d'une couverture diplomatique. Et en ce moment, il peut tout simplement être arrêté. Mais je pense qu'il va suivre. Parce que même l'ambassadeur de la France avait obéi au délai de 72 heures. Et lui, s'était même quitté avant les 72 heures, précipitamment. Donc, je ne vois pas comment celui-ci, un pion de M. Ouattara, va essayer de tenir tête aux autorités maliennes. Il va partir, je suis convaincu, au bout de 24 heures ou 48 heures tout au plus. Donc, c'est juste une mafia. Et je vous ai dit, j'ai tout en dit, que maintenant, l'objectif du Mali, c'est le départ de la MINUSMA. Beaucoup pensent que nous allons nous hasarder, nous rabaisser au niveau de M. Ouattara. Le Mali ne le fera pas. Nous avons un objectif très clair. Le premier objectif, c'était de faire partir les troupes françaises. Deuxième objectif, faire partir les troupes européennes du Mali. Troisième objectif, il est question maintenant de faire partir la MINUSMA du Mali. C'est ce travail qui a commencé et Inch'Allah, nous allons aller jusqu'au bout. Et quand nous allons terminer avec la MINUSMA, le cap suivant, ça sera la CEDEAO. Nous allons nettoyer la CEDEAO en profondeur. Nous allons totalement réformer la CEDEAO. C'est de cela qu'il est question. Le Mali avance suivant une feuille de route. Donc aujourd'hui, nous faisons cap au départ de la MINUSMA. Après la MINUSMA viendra le cas de la CEDEAO. Merci. Issa Diawara. Messieurs, restez donc en multiplex et nous balançons donc, nous basculons en deuxième partie de cette émission pour tenter de comprendre ce que pourrait donner la médiation togolaise. Rappelez que le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, était lundi 18 juin, c'est-à-dire avant-hier, à Bamako. Il avait été reçu par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Voilà, dans un communiqué conjoint après la rencontre, voilà, le colonel Assimi Goïta s'était dit, avait dit sa satisfaction de l'accompagnement fraternel et sans relâche du Togo et a salué l'engagement personnel du président Faure Gnassingbé pour la réussite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. En gros, on a compris très clairement que désormais Faure Gnassingbé était le médiateur et que maintenant il n'y a qu'à regarder ce que pourra donner cette médiation donc de Faure Gnassingbé, dont l'épilogue normalement devrait être la libération et le retour en Côte d'Ivoire des 49 soldats donc qui sont en ce moment détenus à Bamako au Mali. Et je vais commencer par vous, Issa Cissé. Alors cette médiation togolaise, pour vous, sur quoi est-ce qu'elle pourrait déboucher?
Moi, je pense aujourd'hui que cette médiation du Togo, monsieur, il faut comprendre, tant que le précaré français existe en Afrique, rien ne s'en sortira. Pour Yacine ne représente que son papa qui était l'un des cofondateurs du précaré français en Afrique. Donc la France se bascule par ses précarés, ses représentants françaises pour pouvoir atténuer la situation. Aujourd'hui, le cas du Mali, c'est vrai qu'il y a une belle entente entre les autorités de la transition et Fort Yadema, mais cela ne va pas entraver aujourd'hui les réalités de notre pays. Alassane Ouattara ne peut pas envoyer aujourd'hui, c'est ce que j'entends, parce que les relations aujourd'hui, sa médiation ne pourra pas entraver la question juridictionnelle de notre pays. Ce cas est déjà devant la justice malienne. Donc il va intervenir, mais la justice malienne fera son choix de vie. Donc il ne peut que négocier et voir aujourd'hui ce que les autorités vont écouter Alassane, mais ils ne pourront jamais entraver la question de la justice malienne. Donc les autorités de la transition ont déjà scellé le cas vraiment de ces mercenaires qui ont été mis au jus vraiment de la justice malienne. Ce sont eux qui dépendront vraiment le sort de ces mercenaires. S'il s'avère que leur mission n'a ni tête ni queue, cela, leur sort dépendra vraiment de la volonté de la justice malienne. Donc, Fort Yadema ne pourra venir et faire entendre la justice malienne, l'autorité ivoirienne, qui aujourd'hui sombre dans l'obscurité totale. Il faut que les Ivoiriens, Alassane Ouattara, sortent de ces mensonges et être clair avec Fort Yadema pour que si ces démarches vont à l'endroit et à l'écoute vraiment de la transition malienne. Donc moi, je ne peux que être optimiste aujourd'hui. Rien n'a été profané et voir aujourd'hui ce que ça va donner. Mais la suite dépendra de l'éclaircissement et la volonté des autorités ivoiriennes de dire la vérité, que de la vérité à Fort Yadema pour pouvoir permettre vraiment à bien venir parler à Assimi Goïta. On va poursuivre avec vous, Nestor Podacé, voilà, cette médiation togolaise. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra aboutir à la libération de ces 49 soldats ivoiriens? Je peux qu'elle aboutisse. Mais en attendant, je dirais que le Togo est mal placé pour aller négocier la libération des mercenaires, des tueurs professionnels armés qui partaient pour déstabiliser un pays qui cherche à être souverain. Parce que le Togo elle-même chez elle a des opposants civils en prison qui ne sont pas armés ni rien. On a des panafricains au Togo là-bas en prison qui sortent juste pour manifester leur mécontentement et réclamer l'état des droits. On les met en prison. Et c'est toi qui cours maintenant pour aller négocier pour qu'on libère des tueurs professionnels, des bandits de grands chemins. Alors, je trouve que le Togo n'est pas la bonne personne positionnée pour négocier pour la libération de ces mercenaires de grands chemins. 2. Alassane lui-même est mal placé pour accepter et régler cette histoire diplomatiquement. Parce que lui, il emprisonne ses opposants 20 ans, 20 ans, 20 ans. Charles Blé Goudé, 20 ans. Guillaume Soro, 20 ans et perpétuité. Laurent Gbagbo, 20 ans. Combien de personnes? On muselle l'opposition, on muselle la société civile ivoirienne, on empêche les panafricains ivoiriens de manifester. Et Alassane Ouattara, sa prison est pleine des opposants politiques, civils comme militaires. Et c'est toi qui envoies des mercenaires pour déstabiliser un pays. C'est comme il y a un adage qui dit qu'un voleur, un coupeur de tête n'aime pas que le machette passe à côté de son cou. C'est ça qui est là. Alassane Ouattara, dictateur. Togolais, dictateur. C'est les deux dictateurs. Un dictateur vient au secours d'un autre dictateur. Donc, les deux dictateurs sont très mal placés. Maintenant, je vais donner mon analyse. Pour moi, la diplomatie a sa place. La justice a sa place. Et la justice malienne ne doit pas sacrifier les droits du peuple malien à l'autel de la diplomatie. Moi, je ne serai pas d'accord avec ça. Il faut que la justice suive son cours jusqu'à son terme. Quitte à elle, s'il n'y a pas de preuves matérielles, on les acquitte. Mais s'il y a des preuves matérielles, qu'ils soient condamnés et pendus.
Et s'ils sont condamnés, en ce moment, si Assimi Goïta, par la voie diplomatique, va faire sortir une grâce pour les gracier, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, nous voulons que la justice soit faite. Nous voulons la lumière dans cette affaire. Nous voulons savoir ces 49 mercenaires-là venaient faire quoi au Mali. C'est ce que nous voulons savoir. Il ne faut pas que Assimi Goïta va jouer le jeu de la soi-disant c'est la diplomatie pour donner carte blanche à l'impunité. Moi, personnellement, je n'accepterai pas cela. Donc, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, je pense que même si la diplomatie doit aboutir, mais ça doit venir après la justice. Et il faut que la justice soit dite et qu'on puisse connaître tout. Il faut faire la lumière sur cette histoire de 49 mercenaires. Les complices internes, qui sont des Maliens, doivent être débusqués. Les complices externes, qui est la Côte d'Ivoire, même si l'ONU est impliqué, nous devons le savoir. Mais je suis sûr que la France, lui en tout cas, il est parce que c'est son sous-préfet qui est Alassane Ouattara. Donc, on sait que derrière Alassane Ouattara, il y a la France. Voilà. Mais je laisse la justice confirmer cela. Il faut que ça soit clair. Sinon, si le Mali accepte cela facile, ils vont reprendre d'autres complots d'une autre manière. Donc, pour moi, le Togo est très mal placé pour mener cette médiation, parce que lui-même, c'est un dictateur. Il a plein de prisonniers là-bas, dans sa prison civile, qu'il garde, alors que c'est des prisonniers à main nue. Donc, il n'a qu'à saisir l'occasion, au lieu d'aller demander la libération des mercenaires, des tueurs à gages, il n'a qu'à libérer les civils qu'il détiennent en prison. Alassane Ouattara n'a qu'à libérer les prisonniers qu'il détient en prison. Alassane Ouattara doit rapatrier tous les Maliens opposants qui veulent cacher le Mali en passant par la France, donc il a hébergé en Côte d'Ivoire. Alassane n'a qu'à les rapatrier d'abord, et puis on va même faire maintenant médiation sur le plan diplomatique. Tant que cette condition n'est pas remplie, le Mali ne doit pas céder. Donc nous sommes avec les autorités maliennes, nous les demandons d'aller jusqu'au bout, de ne pas céder. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor Podacé. Issa Diawara, je vous retrouve très rapidement. Alors, que pourrait donner cette médiation togolaise? On sait que le Togo, il y a une perception quand même assez favorable du Togo par les autorités maliennes. Rappelez que la compagnie togolaise Askai, par exemple, avait continué à desservir Bamako malgré les sanctions de la CEDEAO, en passant notamment par Abidjan et Conakry. D'ailleurs, on se souvient que le président Ouattara, que la Côte d'Ivoire avait demandé au Togo de ne plus passer par Abidjan pour rejoindre Bamako, en passant par Conakry, et parce que cela contournait effectivement les sanctions de la CEDEAO. Alors vous, est-ce que vous croyez à une possibilité ici de sortie de crise avec Faure Gnassingbé? Plus. Faure Gnassingbé a déjà peut-être fait ses preuves dans la crise qui a opposé le Mali à la CEDEAO. Et d'ailleurs, une crise qui n'a pas pris fin. Et connaissant un peu les autorités du Mali, ce sont des gens qui ne vont pas laisser passer cette histoire comme ça. Je veux que les gens dépassionnent et le débat, je veux que nous mettons vraiment, qu'on essaie de faire beaucoup plus confiance au colonel Assimi Goïta et à son équipe. Jusque-là, ils n'ont pas failli. Nous n'avons aucune raison de douter d'eux. Toutes les attentes qu'on avait envers les autorités du Mali, je pense que ce sont des autorités qui ont relevé les défis. Notamment, il était question de débarrasser le Mali de la France, et personne ne pouvait imaginer qu'en un temps record, le Mali, le colonel Goïta pouvait accomplir cette mission. Ça a été fait. Et il s'est débarrassé des forces européennes et autres. Donc maintenant, en utilisant le président togolais comme médiateur, ce n'est pas la personne du président du Togo qui nous intéresse dans cette histoire. Mais c'est voir qu'est-ce que le Mali attend du président du Togo. Qu'est-ce que le Mali veut faire du Togo? Qu'est-ce que le Mali, par le Togo, veut faire de la Côte d'Ivoire et bien sûr la CEDEAO? Le Mali a besoin d'infiltrer le bloc de la France. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut dépassionner les choses. Nous avons vu M. Sergei Lavrov qui se rend au Congo-Brazzaville rencontrer Denis Sassou Nguesso, qui est un vrai dictateur, un vrai pion de la France-Afrique. On n'en a pas fait une histoire. C'est juste, c'est-à-dire entre États, c'est des questions d'intérêt. Si la Russie est capable d'utiliser un pion de la France pour déstabiliser la France,
comprenez bien sûr que les autorités du Mali, qui collaborent très bien avec la Russie et l'Algérie, savent pertinemment bien qu'en utilisant les présidents togolais, ils savent l'objectif qu'ils ont atteint. Et je l'avais dit au début de la première mission de M. Faure Gnassingbé, que si le Togo échouait dans sa mission, c'est la France-Afrique qui va s'exploser. C'est l'implosion du bloc France-Afrique. Et on a vu que le Faure Gnassingbé et Alassane Dramane Ouattara étaient devenus un peu chien et chat. Le Mali va continuer dans sa lancée. Nous n'avons aucun intérêt à garder la France, le bloc de la France, et sans que ce bloc ne soit déstabilisé. Nous allons déstabiliser ce bloc. Comprenez ce que ça veut dire? Donc la médiation du président togolais, soit ça réussit, cela va du salut du président Ouattara. Si ça échoue, de toutes les façons, le Mali a le président togolais qui pourtant est du bloc de la France-Afrique comme allié, et comprenez le message, le signal qu'il a envoyé, puisque c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé, monsieur, comprenez cela. Nous sommes en train de constituer les alliances. Les alliances sont en train d'être défaites et d'être faites à nouveau. Donc le Mali est en train de mettre sur pied une nouvelle alliance. Et pour cela, nous avons des pays déjà qui sont partants, tels que l'Algérie et d'autres pays. Le travail n'est pas terminé. Nous allons fragiliser la France. Ce n'est pas que faire partie de la France du Mali. L'objectif du Mali, c'est faire partie de la France de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique tout entière. C'est ce travail, c'est cette mission que nous sommes en train de mettre en œuvre. On dit le président togolais que le Mali ne doit pas céder à l'impunité. Non, mais M. Goïta qui vient d'expliquer, un officiel de la MINUSMA, il a quel intérêt à mettre de l'impunité ici? C'est mal connaître Goïta. Et ce qu'il est en train de faire, demandez-vous quel est le prix des 49 mercenaires ivoiriens. C'est ce prix. Quand vous aurez connaissance de ce prix, là vous allez comprendre. Et le Mali, moi je suis convaincu, le Mali va obtenir tous les opposants maliens. Tous ceux qui ont détourné des milliards du Mali qui sont couchés en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'eux. Ce n'est pas fini. Nous avons besoin que le contingent ivoirien autres la quittent précipitamment la MINUSMA. Le prix est très élevé par rapport aux 49 militaires. Déjà les 49 militaires nous ont permis aux autorités du Mali d'immobiliser la MINUSMA ici. La MINUSMA est sous contrôle. Et je vous dis, ce matin même, il y a le groupe souverainiste Yerewolo, debout sur les remparts, qui est allé remettre une lettre officielle à la MINUSMA pour demander à la MINUSMA de quitter le Mali sans délai. Ça, c'est des groupes, ça, c'est un groupe et qui contient plusieurs organisations de société civile. Le cap, c'est le départ de la MINUSMA, ne perdons jamais cela de vie. Et nous allons utiliser ADO et ses 49 mercenaires pour précipiter cet agenda et obtenir gain de cause. C'est de cela qu'il est question. Vous voyez, prenez d'abord connaissance de quel prix le Mali a placé sur la tête des 49 mercenaires ivoiriens. Où est-ce qu'ils peuvent conduire le Mali? Quel est le salut que ces 49 mercenaires peuvent apporter pour la libération de l'Afrique tout entière? Et ensuite, sachez aussi que au retour des 49 mercenaires, est-ce qu'ils ne seront pas peut-être des mercenaires maliens contre M. Adou? C'est possible. Merci. Merci à vous Issa Diawara, et puis rapidement dernier tour de table pour sortir je vais commencer donc par vous Issa Cissé. Je vous retrouve pour sortir de l'émission. Alors quelle perspective voilà quant à ce que pourraient être les rapports entre les Nations Unies et les autorités maliennes, et également avec les autorités ivoiriennes. Aujourd'hui on est sorti de l'embargo pour ce qui est du Mali, et on se dit peut-être que on pourrait avoir dans une relation avec la Côte d'Ivoire voilà une accalmie quand même. Oui, j'ai pas bien compris la question, vous pouvez me la reprendre s'il vous plaît? J'ai pas bien saisi la question. Alors, je reprends la question. Alors, quelle perspective maintenant, Issa Cissé? On est sorti des sanctions de la CEDEAO. Il y a 49 militaires ivoiriens en ce moment détenus donc au Mali, à Bamako. Il y a une médiation qui est en cours. Quelle perspective dans les... Allez-y. Allô? Quelle perspective quant aux relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali
Voilà, on est à la fin des sanctions de la CEDEAO. On sait que le président Ouattara avait beaucoup appuyé ces sanctions-là. On sait aussi que Fort Gnassingbé et le président Macky Sall avaient été opposés donc à la fin à ces sanctions. Et finalement, la CEDEAO a basculé. Est-ce qu'on peut dire qu'on devrait avoir quand même une sorte d'accalmie après la libération qui pourrait intervenir de ces 49 militaires ivoiriens? Non, la levée des sanctions n'a rien à voir avec cette libération demandée par la Côte d'Ivoire. Parce que il ne faut pas qu'on mélange les deux choses. La levée des sanctions contre la CEDEAO était une évidence parce que ce n'était pas le Mali seul qui en souffrait. Donc, c'est l'évidence, c'était quoi? C'était pour soulager et c'était pour avoir un calendrier avec la transition s'ils étaient franchement engagés pour pouvoir organiser des élections. Ça, c'est quelque chose à part. Donc maintenant, la levée de cette sanction, elle peut être liée aussi à cette mission mercenariat qui était là vraiment pour le Mali. Donc moi, je pense aujourd'hui, les perspectives qui sont là aujourd'hui, qui vont se dessiner, comme mes collègues ont dit tout de suite, c'est de regarder comment l'autorité malienne va gérer avec intelligence tout un chacun contre eux-mêmes pour avoir gain de cause. C'est ce que les autorités maliennes sont en train de faire. Pousser l'aménagement aujourd'hui à dire la vérité. Pousser, même avec le médiateur aujourd'hui, à aller vers Alassane pour avoir vraiment cette réalité absolue et en ce moment, nous prendrons notre responsabilité. Rien n'a été fini avec le colonel Assimi Goïta, super intelligent, un homme intelligent pour la souveraineté de notre pays, qui est engagé aujourd'hui face à tout le monde pour dire que le Mali, les autorités maliennes, ont la tête sur les épaules vraiment pour venir à là. Donc, les autres ici, avec les autorités ivoiriennes, nous ne nous attendons rien. Tous les opposants maliens installés en Côte d'Ivoire, qui sont en train d'orchestrer ce truc-là, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie d'affaire. Donc, cette solution avec le médiateur, tout va être posé. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devrons attendre la fin de ce scénario. Le colonel Assimi Goïta et son équipe, j'ai confiance en eux et je sais qu'ils ne vont pas au dos avec le dos de la cuillère, avec le médiateur et avec les autorités ivoiriennes. Donc c'est ce qu'on dit, il faut attendre que ce scénario se dessine finalement, que les responsabilités soient situées et que la mission onusienne prendra sa responsabilité pour dégager vraiment tous les complotistes autour de leur mission et faire montrer sa vraie face aux autorités maliennes dont les citoyens maliens sont plus d'accord ni avec la MINUSMA, ni avec Alassane Ouattara. Donc c'est pour dire que ce scénario, elle n'a pas fini de nous apporter toutes les réalités de cette mission, autour de cette mission. Issa Diawara, je vous retrouve. Alors, quelle perspective quand on sait, par exemple, que hier, le ministre des Affaires étrangères du Togo a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara après avoir été à Bamako 24 heures plus tôt, c'est-à-dire lundi. On voit que le médiateur prend effectivement sa tâche plutôt très au sérieux et compte régler très vite la question. La question est à Nestor Podacé, oui. La question? Oui, alors je disais tantôt que le ministre des Affaires étrangères du Togo, après Bamako, s'est directement rendu à Abidjan où il a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara pour discuter de comment sortir de cette crise née à la suite de l'interpellation de ces 49 soldats ivoiriens. Pour vous, est-ce qu'on va peut-être bientôt vivre une libération de ces soldats? Soit fait. Puisque dès le vendredi, le 22, ils vont passer à la barre. Voilà, ils seront jugés. Et c'est normal qu'ils passent d'abord à la barre pour qu'on les juge avant qu'on les libère. Sinon, on ne peut pas les libérer comme ça. Donc, pour moi, c'est après le 22, on sera situé. Et ça commence que le 22. Qu'est-ce qui prouve que ça va finir le 22? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc pour moi, il faut que la justice finisse d'abord son travail parce que le procureur a fait sortir une note hier par rapport aux enquêtes, par rapport au jugement. Donc, pour moi, il faut qu'on reste d'abord. C'est vrai, je suis d'accord avec cette médiation. Peut-être c'est pour calmer les esprits. Mais il faut que la justice suive son cours jusqu'à la fin. Et après que la justice ait prononcé maintenant son verdict,
ait prononcé le verdict, maintenant, on peut maintenant essayer d'aller côté diplomatie. Mais d'abord, on ne peut pas sacrifier la diplomatie à la place de l'impunité. C'est pas possible. On ne peut pas sacrifier la justice. Il faut que la justice soit dite. Parce que si on le fait diplomatiquement, sans passer par la justice, c'est comme si on tue le droit. Ce n'est pas normal. Alors que le premier droit d'un être humain, c'est le droit de vivre. Et ces 49 tueurs à gaz là partaient pour tuer qui? Ils partaient pour faire des attentats. Ils partaient pour faire quoi? Alors, donc, il faut que la justice malienne se prononce. Il faut qu'on sache exactement pourquoi ils étaient au Mali, pourquoi ils sont là, pourquoi ils étaient armés et pourquoi ils sont venus sans ordre de mission, pourquoi ils sont rentrés sur le territoire malien de manière illégale. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, beaucoup de gens n'ont pas compris la gravité de la situation. Moi, je prends ça très au premier degré, au haut degré même. C'est très grave. 49 militaires et il y a 30 forces spéciales. Forces spéciales, c'est des commandos aguerris, c'est des commandos d'élite. Un seul commando même, c'est pas petit. À plus forte raison, jusqu'à 30 forces spéciales, c'est pas du jeu. Cela venait faire quoi? Et puis avec des armes lourdes, c'est pour faire quoi? C'est pour sauter l'aéroport de Bamako? C'est pour faire des attentats? C'est pour faire quoi? Donc il faut que la justice se prononce d'abord. Après maintenant, on peut faire la médiation pour trouver une solution diplomatique. Mais il faut que la justice soit dite, il faut que l'opinion internationale, l'opinion africaine, l'opinion nationale au Mali soit édifiée, soit éclairée sur le sujet de la justice d'abord. Ces mercenaires-là venaient faire quoi? Une fois qu'on connaît maintenant, on peut maintenant infliger les peines. Et maintenant, si la diplomatie va intervenir maintenant pour les libérer, que ce soit après la justice. Mais on ne peut pas les libérer diplomatiquement avant la justice. Là, moi-même, si cela est fait, moi, je n'accepterai pas. Voilà, donc voici un peu comment moi je vois les choses. Il faut laisser la justice sur son cours. Après la justice, maintenant, on peut intervenir. Merci beaucoup. On va également remercier Issa Cissé et Issa Diawara. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Nous vous souhaitons une excellente soirée, aux téléspectateurs également. Excellente suite. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve très bientôt.